Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur comment renouveler vos titres RNCP. Donc aujourd'hui, je suis en présence d'Aurélie Duval de Headway Advisory, qui va se présenter juste après. Merci d'être venue, Aurélie. Donc ce Merci pour webinaire, l'invitation. ce webinaire, du coup, est co-animé, donc d'une part moi qui représente Datalumni aujourd'hui et Aurélie pour Edway. On va vous expliquer pourquoi on est complémentaires sur le sujet des enquêtes et des titres RNCP. Donc on va aborder non seulement le renouvellement des titres RNCP dans sa globalité, mais aussi faire un focus sur la partie enquête d'insertion professionnelle. Pour essayer de vous accompagner sur tout le dossier et répondre à vos questions. Concernant du coup Datalumni, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on accompagne les établissements de l'enseignement supérieur à créer et animer leur réseau d'anciens étudiants, ce qu'on appelle les alumni. Et forcément, ça brosse un paquet d'intérêts stratégiques pour les écoles. Donc autant on a en face de nous des responsables communication, des responsables pédagogiques, que des relations entreprises, que la direction, parce qu'en fait, l'alumni permet non seulement de booster l'image de marque d'une école, donc là on est plutôt en face de la communication, que de placer les candidats, donc là voilà, on est avec les relations entreprises, de recruter des jurys Ah oui, pour quel âge? d'examen, des T'es en intervenants. cours? Ah, Ah il bah y a non, ça quelqu'un va qui a bien son alors. Non, micro. non, 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 bah non, si t'es en cours. Est-ce que, Ah oui, mais donc t'as personne qui les surveille là. est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Bon, je ne veux pas te Attendez, garder longtemps. En c'est fait, marrant. je Je vais voulais essayer d'éteindre le enfin, micro. t'informer avant. Elle est en ligne là. Voilà, et ben, C'est bon. Je j'ai pense éteint que le micro. oui, tu as réussi à le couper. On Ok. l'entend. C'est marrant de pouvoir mute quelqu'un, je me sens un peu trop autoritaire. Non, non, Je pense mais qu'elle n'avait pas remarqué, ça va aller. oui, 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 je pense aussi. Effectivement, plutôt là, quand on est en relation avec des responsables pédagogiques, ce sera plutôt pour pouvoir sourcer directement des intervenants et des jurys d'examen dans le vivier de talent, dans le vivier oui, de talent que sont les alumni. On a plein d'activités du coup autour du vaste thème de l'alumni. La première, hop, que je change de slide, qui est la vente d'une plateforme Alumni. Donc, on est éditeur de logiciels. C'est une plateforme comme l'origine de Facebook, en fin de compte, hein. C'est un réseau social privé aux écoles sur lequel les écoles vont inviter non seulement leurs anciens étudiants, mais surtout leurs étudiants actuels, puisqu'un réseau professionnel bénéficie avant tout aux jeunes. On va regrouper aussi les intervenants, les enseignants, les recruteurs partenaires, le personnel de l'école. Et tout ce joli monde sur cette plateforme permet de booster l'insertion professionnelle et de créer des opportunités entre anciens et étudiants. Euh, on va retrouver des fonctionnalités comme l'annuaire, le mentorat, pour mettre en lien un ancien avec un jeune, un blog collaboratif avec aussi la possibilité de publier des événements, des after-work alumni, des remises de diplômes, etc. Et même les catalogues de formation continue pour vos anciens. Un job board, donc qui est de loin l'onglet le plus consulté sur toutes les plateformes, mais sans surprise, quand on parle de réseau professionnel, forcément on parle d'emploi et de cooptation. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un outil statistique pour les administrateurs plateformes qui permet, en fin de compte, d'automatiser pas mal de statistiques sur l'insertion professionnelle. Parce que vous doutez bien que derrière une plateforme avec des profils de diplômés, on a pas mal de data sur leur poste actuel, ce qu'ils sont devenus, voire même combien ils gagnent. Donc on a pas mal de données. Donc ça, c'est notre activité principale, être éditeur de logiciels. Et à côté de ça, on a deux autres activités que sont une agence de communication et un call center. Donc l'agence de com, c'était plutôt pour répondre à une problématique qui est, OK, on est convaincu par la richesse d'un réseau alumni pour notre école, mais par contre, on n'a pas le temps de s'occuper du sujet alumni. C'est bien beau de mettre en place une plateforme, des outils alumni, mais si derrière ça fait un flop,
bah, ça sert à rien. Donc en fait, on a écouté en fait ces besoins et on accompagne en fin de compte les écoles dans le community management de cette communauté en fait, en rédigeant des newsletters pour les alumni, des portraits d'anciens. Donc en allant directement en contact des diplômés et en dressant leur interview pour communiquer sur les métiers pourvus derrière vos formations et améliorer l'orientation aussi de vos étudiants et voire même avant qu'ils deviennent étudiants, des candidats en fait. On va pouvoir aussi accompagner sur tout ce qui est community management aussi sur les réseaux sociaux. Donc par exemple sur LinkedIn, Insta, etc. Donc le pôle call center, qui est notre troisième activité et pas des moindres, puisque l'année dernière, on a sondé plus de 40 000 diplômés pour le compte des écoles. Donc en fait, les écoles nous appellent tout simplement pour aller sonder les diplômés sur ce qu'ils sont devenus à 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, ça dépend des écoles, hein, enfin, des certificateurs, pardon. Et en fait, pour obtenir un taux de complétion des enquêtes de 70 à 80%, on est obligé de passer par la fenêtre, la cheminée, la porte, et d'essayer de trouver ces informations voilà, que détiennent vos anciens. Donc, voilà pour la présentation de Datalumi. Je vais te donner le micro, du coup, Aurélie, pour que tu puisses enchaîner sur Redway. Oui, merci Clémentine. Donc, je suis Aurélie Duval, je suis consultante au sein du cabinet Edway Advisory. Nous sommes un cabinet spécialisé dans l'enseignement supérieur qui comprend plusieurs pôles. Donc, nous avons déjà une première activité de conseil en stratégie. Donc vraiment sur tous les sujets stratégiques d'une école, de l'analyse, l'élaboration de votre stratégie déjà en place, comment on peut la changer, les transformations de votre organisation sur tout point de vue, pédagogique, RH, etc. Et digital également. Et on travaille également sur les fusions-acquisitions depuis peu. Nous avons également un pôle de chasse de tête et enjeux RH. Donc là, c'est vraiment sur le recrutement des responsables académiques, de top managers, middle managers, d'enseignants-chercheurs également. Et on peut également faire des analyses, pareil. Donc ça rejoint un petit peu le pôle stratégie, mais sur tout ce qui va être amélioration des processus RH. Donc le pôle accréditation et certification et qualité dont je fais partie, là qui accompagne les écoles dans l'amélioration, la structuration de leur processus qualité et également sur toutes les certifications, accréditations nationales, internationales, dont le RNCP, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, mais également le RS qui n'est pas cité, voilà. Et donc plutôt les enjeux internationaux qui peuvent également se recroiser au niveau des... Tout ça, ça se recroise au niveau des enquêtes d'insertion, hein. Les données sont connectées, sont liées en tout cas. Nous traitons aussi également de la data, donc le pôle information et data fait ça, et également a une newsletter spécialisée qui s'appelle L'essentiel du sup, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et nous avons une petite activité d'orientation avec une plateforme dédiée à l'orientation des étudiants qui fonctionne plutôt, on va dire, en fin d'année scolaire, donc pas trop en ce moment. Voilà. Et ben merci, ça fait pas mal de briques tout ça, hein. Oui. Je connaissais pas la newsletter pour le coup, donc merci pour Ah, l'information. bah, faut que je te partage, tu vois, c'est très intéressant. C'est le seul média, en fait, qui existe, enfin, ou pas le seul, mais vraiment sous forme de journal qui est anciennement dédié à l'enseignement supérieur privé public français et qui paraît toutes les semaines. Donc, voilà. Il y a également un blog qui existe. Donc, Ok, où est-ce qu'on peut s'inscrire sur cette newsletter? oui, alors il y a l'essentiel du sup et c'est un abonnement payant, mais il y a un Ok, blog quand même qui existe, donc il faut aller consulter notre site internet, il y a toutes les informations, et sur le LinkedIn aussi de Edway Advisory, vous trouverez également d'informations sur l'essentiel du sup. ok, Voilà. intéressant. Merci.
Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant que vous nous connaissez un peu plus. Donc, qu'est-ce que l'on va aborder aujourd'hui? Premièrement, bah, forcément les enjeux et les risques d'un renouvellement RNCP. Puis, Aurélie va aborder bah, les 9 critères de renouvellement. Ce sera l'occasion, effectivement, si vous êtes en plein dedans, de poser vos questions aussi sur des critères en particulier. Puis les 5 grandes étapes du renouvellement. Et enfin, on terminera sur un zoom sur les enquêtes d'insertion professionnelle, donc les enquêtes de placement, hein, suivi de cohorte, on les appelle comme on veut. Donc avec plein de tips pour vous aider à atteindre 70-80% de taux de complétion. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés en main pour le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au compte-gouttes. Léo est dans le chat, Léo de Datalumni, mais Léo, tu peux aussi nous arrêter, prendre la parole pour dire ah, il y a une question. Et dans tous les cas, on terminera sur ce temps de questions-réponses si ça vous vient pas tout de suite. On gardera un temps à la fin. Eh ben allez, c'est parti. Donc moi je vais commencer par parler du coup pourquoi bah, le sujet des enquêtes d'insertion est de plus en plus crucial pour les certificateurs et les établissements. Donc d'une part, ça va permettre forcément de mesurer l'efficacité des formations. En fait, c'est la meilleure preuve, le meilleur gage de qualité sur la qualité oui, des formations, puisque un candidat s'inscrit effectivement pour une formation, mais derrière pour une carrière, pour un métier. Et du coup, quoi de mieux de communiquer sur des chiffres sur l'insertion professionnelle à 6 mois, puis à 24 mois, sur voilà, qu'est-ce qu'on devient réellement après vos formations. Aussi, bah, ça, du coup, de facto, permet de contribuer à l'attractivité de votre établissement. Bah, qui dit bonne insertion professionnelle dit forcément sécurité pour les jeunes. Et du coup, bah, voilà, ça permet de capter plus de candidats. En troisième point, forcément, c'est pouvoir renforcer aussi les relations entreprises de votre côté. Donc en fait, quand on va sonder des anciens, des diplômés pour leur demander qu'est-ce qu'ils sont devenus, bah, parmi vos anciens se cachent aussi des recruteurs. Donc on a une stat, hein, 9,6% des alumni, tous secteurs de formation confondus, hein, sont des recruteurs. Ok, on est d'accord qu'à 6 mois, ils sont peut-être pas encore décisionnaires sur le recrutement dans leur boîte, mais à 24 mois, ça peut l'être. Donc l'idée, c'est, ok, une pierre de coups, hein, de leur dérouler l'enquête d'insertion professionnelle, par exemple, au téléphone, et de leur demander, du coup, si vous communiquent le fait que, bah voilà, ils sont décisionnaires ils sont un poste de manager, par exemple, bah peut-être leur demander, ah, bah est-ce que tu passerais pas boire un café à l'occasion? Est-ce que ton entreprise recrute? Et voilà, autant en profiter. Aussi, bah, qui dit stats dit argument rationnel et de pouvoir aussi justifier des financements et des subventions perçues, hein. Et enfin, d'adapter les programmes aux évolutions du marché. Donc là, c'est marrant, j'ai été dans un rassemblement des formations la semaine dernière sur l'animation. Donc vous savez, tout ce qui est film animé pour Gulli et autres. Typiquement, eux, en ce moment, ils connaissent une grosse crise hein, qui est due à plusieurs facteurs, mais aussi, entre autres, l'arrivée de l'IA. Qui permet d'automatiser pas mal de choses dans l'animé. Et du coup, bah, quand on connaît réellement les nouveaux métiers pourvus à la sortie des études, donc bah, en fait des métiers maintenant qui sont plutôt axés dans ce secteur sur la gestion de cette compétence IA, et ben on peut adapter son offre de formation, par exemple en proposant de la formation continue. Typiquement pour mettre à jour les compétences des plus anciens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec l'IA. Donc ça, c'est un exemple. Mais effectivement, ça permet d'être à la page hein, sur l'évolution constante du marché de l'emploi, qui va beaucoup plus vite que les programmes, au fin de compte, des formations. Hop, et je te laisse du coup, Aurélie, poursuivre sur les enjeux et risques des renouvellements de RNCP. Oui, donc les trois principales appréciations du dossier vont être la cible, donc tu en as déjà parlé un petit peu, Clémentine, la cible professionnelle, à quel point est-ce que la certification répond
à cette partie, en fait, c'est-à-dire est-ce que vraiment vos étudiants s'insèrent dans la cible qui est visée par la certification? Donc ça, c'est vraiment le point crucial d'appréciation du dossier. L'analyse de l'efficacité, ça va être l'efficacité des process, l'efficacité du référentiel de compétences. Est-ce qu'il est en phase avec le marché du travail? Donc, c'est ce dont tu viens de parler. C'est comme ça aussi qu'on fait vivre sa certification. C'est en s'assurant voilà, de l'efficacité des programmes, enfin de la certification et des référentiels du coup d'activités et de compétences. Et ça va avec la démarche d'ingénierie qui va s'assurer que les évaluations aussi sont adéquates pour juger du bon développement des compétences en fait de la certification et qui est à mettre en œuvre donc au sein des programmes. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier également, c'est l'implication dans le maintien de la certification des autres organismes de formation partenaires. Ça, c'est vraiment un point très important. L'organisme certificateur, il est garant de cette partie. Donc, il faut s'assurer qu'on contrôle de manière correcte et de manière régulière ses partenaires et les modalités de mise en œuvre de la certification au sein des établissements qui sont partenaires. Ça peut être voilà, par la mise en place de réunions régulières, de contrôle, de comptes rendus. Voilà, il y a plein de méthodes à mettre en place. Ça dépend de la taille des établissements, du nombre de partenaires et du secteur même aussi dans lequel on intervient. Euh, Dernière partie, et pas des moindres, c'est la mise en place d'une démarche participative des formés. Donc ça, c'est vraiment important. Je dirais qu'en France, on est un petit peu en retard sur cette partie. C'est vraiment insister en fait sur quand les apprenants sont encore dans vos murs, même dès qu'ils rentrent en fait dans vos formations, insister sur l'importance du suivi de leur insertion par la suite et former en fait, leur donner l'habitude déjà d'entendre, ne serait-ce que par voilà, leur en parler en cours, leur expliquer la valeur ajoutée en fait de ce suivi, c'est-à-dire surtout quand on n'a qu'une certification RNCP pour reconnaître la valeur de notre diplôme, c'est voilà les mobiliser dès le début pour leur dire que c'est très important, leur participation, elle est vraiment essentielle. On peut même leur montrer à quoi ressemblera une enquête aussi, ça peut être intéressant encore une fois pour les habituer. Et dès leur arrivée, leur donner aussi un sentiment d'appartenance, voilà, leur expliquer que la démarche alumni, c'est aussi faire partie d'une école aussi plus tard, continuer à suivre un peu, voilà, et que les enquêtes servent aussi à ça. Il faut vraiment voilà, penser à ça dès les premières étapes, dès les premiers moments dans l'établissement. Ça peut jouer vraiment par la suite. Effectivement, je te rejoins Aurélie pour réaliser les enquêtes d'insertion pour le compte de pas mal de certificateurs. On a tout vu, hein, et notamment on travaille avec la Fédé depuis quelques années maintenant. Mm. Et au tout début, on sensibilisait pas forcément, en tout cas, c'était pas forcément fait de leur côté. Et un an après, ils ont décidé de sensibiliser, donc par des communications emailing, à travers leurs établissements partenaires, etc. Et d'un coup, on a vu plus de 10% supplémentaires de taux de réponse aux enquêtes. Donc c'était aussi faciliter la tâche derrière. Donc ça a un réel impact, hein, de Ouais, oui, tout à sensibiliser. fait. Ouais, ouais. Hop. Euh, Alors, on va passer, oui, aux critères de renouvellement, les fameux 9 critères de l'article qui porte un nom barbare 71, 61 13 9, je crois, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, bonne réponse. Et effectivement, donc toute cette partie qui a été renforcée vraiment dans le Vademecum de France Compétences au mois de juin, juillet 2022. Euh, il faut bien avoir en tête, pour ceux qui sont en renouvellement ou qui vont l'être là prochainement, si vous avez été renouvelé il y a, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, les critères donc, qui ont été mis en place se sont renforcés vraiment
petit à petit. Mais à partir de juin 2022, on a vu une accélération de la sévérité, en fait, de France Compétences sur l'application, le respect des critères. Ce qui était acceptable il y a, comme je vous disais, 3 4 ans, ne l'est plus maintenant. On a rarement maintenant enfin rarement, de plus en plus rarement de renouvellement à 5 ans. Parce que voilà, dès qu'il y a un petit doute et quelque chose qui va pas être précis, qui va pas être exact à 100%, on a cette réduction du temps en fait de validité de la certification. Il y a des choses qui passaient auparavant qui désormais ne passent plus. Et les 9 critères, voilà, sont vraiment, vraiment regardés tous un par un à la loupe. On va commencer par le premier, qui est l'adéquation. Enfin, le premier et le deuxième, ils vont quand même ensemble. L'adéquation des postes occupés, donc c'est ce dont on parlait, c'est vraiment est-ce que les certifiés ont un poste qui est dans la cible, donc que ce soit à 6 mois ou également à 18 ou 24 mois. Ça peut être intéressant aussi de regarder un petit peu plus loin des fois sur des niveaux d'études parfois, ou sur des, voilà, ça dépend vraiment des facteurs, mais souvent, on trouve intéressant d'aller regarder un peu plus loin que les 6 mois et ne pas hésiter à donner une... En fait, ce qui est obligatoire, c'est à 6 mois et à 24. Non, le 6 mois est obligatoire, le 24 est facultatif, mais des fois, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu plus loin. En ayant en tête que la promo la plus récente doit avoir moins de 2 ans. Il ne faut pas oublier ça et qu'on doit être capable de donner donc ces données de fiche d'insertion sur au moins 2 promos. Voilà. Ça ne sert à rien non plus de donner trop de promos. Quand on a été certifié il y a 4 ou 5 ans, ça peut être tentant de donner l'analyse des promos des 5 dernières années. Alors, je vous le déconseille totalement, surtout si vous avez une grosse promo, parce que d'abord, dans le Vademecum, je crois que la promo présentée, la plus ancienne, ne peut pas avoir plus de 5 ans. Je crois que j'ai un doute si c'est 4 ou 5. Et également, France Compétences n'aime pas trop, en fait. Ça leur fait beaucoup de travail. Si on se retrouve avec des grosses cohortes, ça fait beaucoup, beaucoup de travail après d'analyse. Et ça rallonge le temps d'instruction. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Autre chose qu'on ne sait pas, les promos ne sont pas, elles ne sont pas obligées de se succéder en termes d'années. Typiquement, là on est en 2024, on pourrait présenter une promo 2022 et 2020 par exemple. Si la 2021, comme on le sait tous, où il y a eu quelques événements, est une cata, eh ben on le justifie, on dit elle n'est pas représentative, on a choisi de garder la 2020, la 2022. Voilà, elles sont pas, c'est pas du tout, il n'y a pas d'obligation, c'est écrit nulle part que ça doit être consécutif. On l'a déjà fait, il y a aucun problème. Donc l'impact du projet de certification en termes économiques et sociaux, bah, quelle est la rapidité de prise de poste, quels sont les salaires, voilà, enfin, c'est toute l'analyse du fichier d'insertion, encore une fois, hein, c'est vraiment la base du travail pour ces deux points-là. C'est ce qui va vraiment permettre l'analyse du fichier est vraiment prépondérant sur ces deux critères-là. Le critère numéro 3, c'est la qualité des référentiels. Donc, bien entendu, c'est la cohérence des compétences qui sont visées dans le métier. Et également, il y a la partie qui va concerner le renouvellement. Parce que, bien entendu, c'est absolument plus toléré, c'est encore une chose qui a beaucoup changé, de faire un copier-coller de son ancien référentiel d'activité et de compétences. Il faut à tout prix démontrer qu'on a pris en compte les évolutions du marché et qu'on a fait vivre notre certification même à ce niveau-là pendant les 3 4 années d'obtention de la certification. C'est vraiment quelque chose qu'il faut démontrer par la mise en place, entre autres, on en parlera un petit peu plus tard, d'une veille, hein, bien sûr, hein, ça c'est important, et également d'un conseil de perfectionnement.
cette veille, elle est faite par ce biais-là, le conseil du perfectionnement est vraiment hyper intéressant et obligatoire. Et quand il vit, vraiment, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et les alumni ont une place dans ce fameux conseil. Donc le lien aussi avec vos anciens est intéressant parce que voilà, eux, ils sont vraiment sur le terrain et sont les premiers concernés. Ils peuvent vraiment avoir des retours essentiels pour faire évoluer vos certifications. Les professionnels qui sont en place, bien sûr, depuis longtemps aussi, ont leur mot à dire. Donc dans le conseil, voilà, ils ont tout à fait leur place. Et voilà, on peut voir un peu. En règle générale, il y a bien sûr des membres de votre institution. Le handicap, donc si vous avez un référent handicap dans l'établissement, il a sa place dans le conseil de perfectionnement. Et lui aussi, il a sa place parce qu'il est attendu maintenant dans les référentiels de compétences et d'activités qu'il ait une place pour la prise en compte du handicap et de l'accessibilité de manière générale. Et la conception universelle. Donc là, ça peut concerner pas mal de métiers. Et tout de suite, il y a celui de designer, par exemple, qui me vient en tête, mais voilà, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont concernés. Donc ça, c'est vraiment un attendu. La prise en compte du handicap dans le point, le critère numéro 3. Voilà, vous pouvez pas l'éviter. C'est vraiment depuis qu'ils sont donc la prise en compte du handicap dans le travail était cause nationale. On nous l'a déjà dit. Moi, le directeur même de France Compétences me l'a bien souligné lors d'un un entretien qu'on avait eu ensemble, que voilà, c'était vraiment passage obligé. Et pas seulement même dans les compétences, mais dans la mise en place aussi, bien entendu, des évaluations, évidemment. La mise en place des procédures de contrôle. Donc là, on attend de votre part, bien sûr, bien entendu, de produire ce fameux document de procédure de contrôle de l'ensemble des modalités, des épreuves d'évaluation. Et voilà, il porte un nom barbare très long. Mais vous devez également démontrer comment vous l'avez fait évoluer, si nécessaire, si vous avez eu des cas de figure où vous avez remarqué que les modalités d'organisation n'étaient pas adaptées parce que vous avez eu des incidents, parce que, donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut faire même dès qu'on a dès que comment dire, la certification elle est validée. Bon, c'est facile à dire parce que vous êtes en renouvellement, mais il faut penser à noter un petit peu des incidents, même éventuellement avoir des rapports, des choses comme ça, et se demander comment on peut faire évoluer ces procédures en lien avec voilà, c'est les choses, le quotidien en fait, hein, c'est la vie hein, dans un établissement. C'est juste qu'on a l'habitude, on le sait, on le fait parce on a du bon sens. Quand on voit quelque chose ne fonctionne pas, on va l'améliorer. C'est juste qu'il faut penser à le formaliser en fait, penser à l'écrire quelque part et comme ça après on peut alimenter le dossier RNCP en expliquant comment on a trouvé des axes d'amélioration. Alors la prise en compte des contraintes légales et réglementaires. Bon alors ça c'est vraiment très large comme sujet. Ça dépend tout à fait des certifications, hein, complètement. Il y en a qui sont absolument pas concernées, d'autres dans lesquelles ça va être obligatoire. Ce qui est attendu surtout, euh, donc, c'est de les citer. Bien entendu, quand on renouvelle le dossier, il y a toute une partie dans le dossier principal qui en parle. Mais également, on a déjà eu le cas plusieurs fois. Alors, il n'y a jamais eu de cas de refus de dossier à cause d'une non prise en compte des contraintes. Par contre, on a déjà eu des remarques et souvent celles qui remontent, ça va être plutôt au niveau de la formation des étudiants en fait, des apprenants. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien formé ces étudiants aux contraintes légales et réglementaires et est-ce qu'on leur offre la possibilité éventuellement par des partenariats ou par la suite des mises en relation pour obtenir, je ne sais pas moi, une carte professionnelle, une certification complémentaire dans, je ne sais rien moi, les banques, assurances, enfin voilà. Est-ce qu'on a formé les étudiants à cette partie et est-ce que rapidement, une fois qu'ils sont certifiés, ou même pendant la certification, c'est l'idéal, on peut les mettre en relation avec quelqu'un pour leur faire obtenir voilà,
ce qui leur manque pour exercer. Alors parfois, ça concerne que 10% de la promo parce qu'ils vont choisir des métiers spécifiques. Donc on peut pas non plus avoir le luxe, au niveau d'investissement, c'est compliqué, de faire passer ces certifications complémentaires au sein d'un établissement. C'est rarement le cas. Alors la voie d'accès ensuite à la VAE, la mise en œuvre de la VAE, c'est pas toujours évident. Il faut bien entendu que ce soit mis en avant quand même sur vos sites internet. Il faut que vous communiquiez dessus. Ça, c'est important. Il faut en parler, dire que c'est une possibilité. Et si vous n'avez pas eu d'insérer, enfin de certifier dans les promos que vous allez présenter, qui ont accédé à la formation, à la certification, pardon, par la VAE, il faut surtout pas hésiter à expliquer pourquoi. Parce que parfois, on a juste des très bonnes raisons. Euh, Alors, on peut être tout à fait honnête et dire qu'on l'a pas bien mis en avant. Ça, c'est aussi, des fois, la carte de l'honnêteté, ça marche bien. Parce que, voilà, on n'a pas été des bons élèves. Après, on peut expliquer aussi pourquoi, parce que parfois, ce n'est pas intéressant. Dans certains cas de figure, il y en a un qui me vient en tête, qui est dans le cadre de la formation continue. Voilà, les gens ne viennent pas chercher un diplôme, ils viennent chercher la formation en fait. Pour diverses raisons, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'aller en cours, ils ont envie de suivre la formation, ils ont envie voilà, donc parfois on n'a pas de candidat à la VAE parce que ça ne s'y prête pas. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, il faut expliquer pourquoi en fait. Il faut faire la démonstration de... Voilà, il faut pas hésiter. Encore une fois, la carte de l'honnêteté, ça peut bien fonctionner. Euh, Ensuite, le critère numéro 7, c'est la cohérence des blocs de compétences. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le fait que les blocs doivent être autonomes les uns des autres. En fait, ils ne doivent pas être liés. On doit pouvoir obtenir un bloc de compétences seul. Alors, ça peut être intéressant même commercialement, si vous voulez les vendre tout seul. Mais voilà, on doit pouvoir avoir une acquisition de ces blocs de manière autonome. Pour la mise en place d'ailleurs de la mise en œuvre de l'AVE, c'est beaucoup plus simple aussi quand on fait ça. Et il faut également que les modalités d'évaluation qui soient reliées à ces blocs de compétences soient en adéquation en fait également, pour qu'il y ait une cohérence du bloc également. Alors, la correspondance totale, le critère numéro 8 que je pense vous adorez tous. Moi, perso, c'est ma bête noire. La correspondance totale ou partielle avec d'autres certifications. Alors, en théorie, il faudrait le faire avec tout ce qui est disponible, tout ce qui existe sur France Compétences. Si vous avez un bloc commercial ou marketing dans une autre certification qui a rien à voir avec votre secteur, vous devriez normalement faire la comparaison. Bon, bref, c'est impossible. Donc, dites-vous quand même il faut se prêter à l'exercice. Il faut avoir quand même il faut pas s'arrêter à deux certifications si vous avez un diplôme qui est très courant, par exemple. Voilà, il faut vraiment aller plutôt vers une dizaine. Si vous êtes sur une niche de un métier assez rare, bon, bah là, deux, trois, ça peut passer. Et également, pensez à comparer avec le RS. Ça, c'est assez intéressant. On n'y pense pas souvent. Et un de vos blocs de compétences de certification peut tout à fait correspondre à un RS, en fait, à part entière. Donc ça, c'est apprécié aussi par Force Compétences. On oublie encore un petit peu, c'est pas assez bien mis en avant, mais voilà, le RS, il commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, donc c'est toujours apprécié. Enfin, cette comparaison. Quoi d'autre dire sur les correspondances? Non, je pense qu'il n'y a rien d'autre. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que je sais que c'est une partie qui peut être un peu compliquée pour certaines écoles. Et puis, non. Il n'y a pas de question. Donc là, non, il n'y a pas de question. Et bon, l'implication des commissions paritaires nationales, moi, c'est quelque chose que je juge c'est assez rare. Hein, donc c'est un critère qu'on peut passer. C'est vraiment, voilà, c'est très particulier comme cas de figure.
Eh bien, merci. Je crois que ça a été plutôt clair apparemment. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat ou prenez la parole hein, si vous sentez de le faire aussi. Ou même si vous avez un retour d'expérience, ça peut être constructif. Oui, oui, des exemples, ouais, tout à fait, parce que je vois qu'on a quand même un public très varié, donc voilà, oui, ça serait intéressant si vous avez des remarques ou des retours à faire. Bon, ça a l'air d'être très clair, très bien. Ouais, apparemment. Super. Parfait. Eh ben, on va enchaîner alors. Donc, les 5 grandes étapes d'un renouvellement. Oui, Eh ben, je te laisse poursuivre, hein. eh bien, j'y vais. Alors, dont on en parlait déjà tout à l'heure, hein, vérifier l'adéquation de l'insertion avec les métiers visés. Donc, bien entendu, on a notre fameux outil de collecte de Ah, France Compétences. effectivement, normalement, vous voyez toujours mon écran. Oui, Ok. C'est ce fameux tableau, effectivement. voilà. Alors là, c'est la version un peu pimpée que moi j'utilise parce que vous avez dû remarquer qu'il y a des colonnes en plus. Alors, il y a la colonne déjà lien LinkedIn qui n'existe pas dans la version de base. Et également, alors je vais vous expliquer pourquoi on procède comme ça. Et également les petites colonnes avec les en-têtes en jaune. Alors pourquoi alors avant en fait on pouvait je préfère préciser pour ceux qui vont renouveler bientôt, on pouvait déposer le fichier Excel en l'état sur la plateforme de France Compétences. Ils acceptaient qu'on ait ajouté des colonnes supplémentaires. C'était bien pratique. Voilà. Et je pense qu'il y a eu trop d'abus et désormais ce n'est plus possible. Mais on continue quand même de le faire parce que ce travail en fait de voir déjà donc si le métier est dans la cible, ce qu'on va appeler, alors les colonnes sont pas, c'est pas très logique, hein. Normalement c'est cible, proche cible et hors cible. Et puis après on voit si c'est dans la filière ou pas. Voilà. Ça permet en fait, bah déjà c'est très utile pour un établissement en fait parce que c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment une analyse hyper précise. Donc dans un premier temps déjà ça peut être vraiment un bon outil de travail en interne. Et en fait, ça permet tout de suite de mettre en valeur, vous voyez la ligne 4, le responsable communication, il est coché métier cible et métier de la filière. Il y a une mise en forme conditionnelle qui est faite en fait et il ressort en vert. Donc ça, nous en fait, on va faire des extraits, des espèces de captures de ce fichier Excel qu'on va communiquer lors du dépôt du dossier RNCP en, je vais répondre à la question. En pièces complémentaires, en fait. Alors, le tableau outil de collecte, oui, il est disponible sur le site de France Compétences, en l'état. Nous, on a juste rajouté, comme je vous disais, ces colonnes de métier cible, proche cible, menant à la cible. Donc, en fait, on est obligé de faire deux fichiers de travail, enfin deux fichiers. Un fichier de travail qui va être celui-ci que vous voyez. Et au moment du dépôt sur le site de France Compétences, on retire ces fameuses colonnes. Et pourquoi elles sont intéressantes aussi? Parce que du coup, Clémentine, je veux bien que tu descendes. Ouais, Ces petites croix et jusqu'en bas, en fait, ces petites croix et ces petites informations, hop, voilà, elles nous permettent de faire, nous, on fait des statistiques, en fait. On fait des analyses très poussées sur le pourcentage, alors je sais pas si tu peux remonter un tout petit peu, le taux d'insertion, combien sont en poursuite d'études. Tout ça, ça va nous servir pour la valeur d'usage, en fait, le document qu'on va joindre, et également pour l'analyse de l'insertion, en fait, aussi dans le dossier principal. On va sortir plein de stats. Alors là, on les a mis dans le fichier, mais on peut les mettre tout à fait dans un autre onglet. Comme ça, c'est plus facile après pour, je sais pas moi, je sais pas, si je sais, on est obligé en pièces complémentaires quand on veut donner des données en fait sur France Compétences, on est obligé de les mettre en PDF. Il y a beaucoup de fichiers qui ont des formats qui sont déjà préétablis. Donc les statistiques, en fait, on va les mettre en PDF, mais dans un premier temps,
on les travaille sur ces onglets. Ça nous permet de faire des graphiques qu'on va insérer dans le dossier principal. Et c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Ça fait des documents qui sont propres, qui sont agréables à lire. N'oubliez pas que les instructrices, elles envoient hein, elles en font passer des dossiers. On est en relation directe avec France Compétences qui apprécie beaucoup ce type d'analyse. Je vous le dis, voilà, je vous partage la petite astuce. Ça fait gagner vraiment beaucoup de temps et voilà, les instructrices apprécient beaucoup. De la même manière, oui, tu peux dérouler, hein, voilà, on analyse combien sont cadres, non cadres. Donc, selon les niveaux, bah, c'est super intéressant, hein. Quand on est sur des niveaux 7, par exemple, c'est un attendu voilà, de pouvoir prouver que le niveau, le cadre est atteint au bout de 6 mois, 2 ans, etc. Est-ce qu'il y a des CDI, des CDD? Bon, bien sûr, ça, ou des indépendants. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de critères. Euh, J'en profite, mais c'est peut-être quelque chose dont tu vas parler après, Clémentine, pour, pour mettre l'accent sur quelque chose d'important. On ne peut pas faire des statistiques aussi précises si les données ne sont pas propres. Donc ça, super important. Dans vos enquêtes d'insertion, ne laissez pas voilà, du texte à tout va. Voilà, c'est vraiment, si c'est pas cadré, ça peut pas marcher. Alors quand on a des petites cohortes, ça va, on arrive à les reprendre à la main, etc. Mais quand on a des grosses cohortes, c'est vraiment pénible. Donc voilà, soyez... quitte à prendre le risque d'ailleurs que ça soit mal, qu'on ne réponde pas, parce que des fois quand c'est trop précis ou quand ça rentre pas exactement dans le... C'est trop cadré, certains sont tentés de pas répondre. Voilà, ça c'est un autre souci, mais bon. Et j'en viens également, par exemple, je finis du coup avec la colonne LinkedIn qui est tout à gauche. Ça, c'est pareil, c'est très apprécié des instructrices. On rajoute cette colonne, on fait un petit PDF avec juste les trois, quatre premières colonnes, là, qu'on intègre également avec la note d'opportunité. Enfin voilà, vous la mettez dans les dossiers complémentaires. Et sur un PDF, un lien reste cliquable. Ça permet aux instructrices d'aller tout de suite vérifier le profil de vos certifiés sans avoir besoin d'aller les chercher. Donc ça, c'est pareil, vous marquez des points. C'est toujours intéressant quand on peut le faire, de le faire, parce que voilà, pour vous, ça va vous faciliter la tâche, et si vous pouvez communiquer à l'instructrice, c'est toujours apprécié. Donc Super voilà. clair. Merci. Hop, je remets. Oula, on était là. Alors, comment gère-t-on deux éléments exogènes récurrents de plus anciennement? Euh, Là, je suis revenue sur le diapo des 5 grandes étapes. Oui, mais on a une question dans le chat. Ah, ok. Pardon, je l'avais pas Oui, vu. dans quel sens? Je suis pas sûre d'avoir compris. En fait, vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez, c'est peut-être plus simple. Oui, c'est gentil, vous m'entendez? Oui, tout à Oui, fait. bonjour. Ouais, je suis en cours de renouvellement là sur un T6 et effectivement il y a deux éléments qu'on n'avait pas anticipés à la fois dans les métiers visés. Je viens de voir votre outil d'analyse où effectivement il y a un taux de freelance, d'auto-entrepreneurs ou de personnes qui montent leur structure. On ne forme pas des personnes à devenir auto-entrepreneurs, mais malgré tout ils le deviennent de fait pour plein de Mhm. raisons conjoncturelles ou de choix d'orientation. Donc on a quand même malgré tout un métier désormais visé qui est celui de freelance, quoi. Moi, je travaille dans l'univers de la communication, Subcom. Ouais. Et le deuxième élément, en particulier sur les T5 ou sur les T6, on a des taux de poursuite d'études qui sont de plus en plus importants. On a aussi ce facteur-là qui, du coup, nous oblige à avoir une base d'insertion qui est moindre, puisqu'on a beaucoup de poursuites d'études. On peut parler de plus de 80% dans certains cas, et qui pourrait mettre ou pas en péril la certification, en tous les cas, l'intérêt d'un niveau 6, alors que, une grande majorité vont jusqu'à un niveau 7. Voilà. Donc, comment on gère ça? C'est pour ça ma question, comment gère-t-on? Mais c'est vrai que le mot gérer est extrêmement large, donc on ne sait pas quoi mettre derrière. Mais au titre de la certification et de la manière dont on gère nos alumni, voilà comment ou quels conseils vous pourriez donner dans ce type de cas-là, soit des personnes qui deviennent freelance, et c'est de plus en plus le cas, et en particulier depuis le Covid, et de plus en plus d'apprenants qui font aussi le choix de poursuivre une certification sur un niveau 7. Bah, après, le fait qu'ils soient en freelance, moi, je trouve pas que ce soit un souci. Ça peut même être un atout. Il suffit de démontrer pourquoi ça s'est produit.
Et voilà, construire un argumentaire par rapport aussi également à... c'est dans le secteur de la communication, c'est ça? Oui, donc c'est pas du tout, enfin ça va pas les étonner. Je pense il y a des freelances au contraire. Hein, non, non, il y a des secteurs dans lesquels c'est, bon, c'est pas attendu, mais voilà, on est. Alors par contre, du coup, je vous apporte un petit conseil. Pensez peut-être à faire évoluer votre référentiel, du coup, pour apporter des compétences sur je construis mon projet d'entreprise, Ouais, etc. exactement. Parce que Ouais, voilà, donc exactement. ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et puis du coup, vous démontrez que voilà, vous avez une évolution de vos certifiés vers cette voie-là et que du coup, bah, vous avez fait évoluer également votre référentiel dans ce sens. Alors les taux de poursuite d'études, enfin France Compétences, sont pas du tout idiots. Hein, ils savent bien que les bachelors ils poursuivent. Enfin, voilà, les niveaux 6 poursuivent en niveau 7. Hein. Donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui vous pouvez démontrer que c'est une tendance au sein du secteur en essayant de trouver des études à insérer dans une autre opportunité, dans une valeur d'usage, en montrant que voilà, au niveau national, on a tant de poursuites d'études dans ce secteur-là. Donc nous, bah, on fait pas exception à la règle, on suit voilà la même trajectoire. On présente des dossiers où le taux d'insertion, nous ça m'arrive, hein, niveau 6 c'est assez faible. En règle générale, quand on explique honnêtement que voilà, c'est la réalité, ça passe. Hein. J'ai jamais eu de soucis non, non, là-dessus. Hein. Il faut pas... Merci beaucoup. Après, dans ceux par contre qui ne poursuivent pas, je dirais, là par contre, il faut que l'insertion professionnelle, elle soit assez importante et qu'il y ait peu de recherche d'emploi. Voilà. Là, par contre, ça peut peut-être un peu plus mettre le doigt là-dessus si jamais il y a beaucoup de poursuites. De Très bien. poursuites, de recherche, pardon. Parce De qu'il y a recherche. beaucoup, OK. C'est ouais, très ouais. clair. Merci pour vos réponses. Merci. Je vous en prie. Si. Oui, oui, tout à fait. Le calcul de taux d'insertion, oui, effectivement, ne prend pas en compte le... Ils prennent pas en compte ceux qui poursuivent leurs études, vous avez raison. Mais vous avez quand même, vous devez dire combien, en fait, euh, combien poursuivent leurs études. Donc, de toute façon, c'est un chiffre qui est regardé. Mais oui, oui, la réflexion, effectivement, est tout à fait vraie dans le vade-mecum. Il est bien précisé que le taux d'insertion professionnelle ne prend pas en compte les poursuites d'études. Après, on sait qu'on a un petit attendu quand même. Voilà. C'est des non-dits de France Compétences. Si on a quand même, je sais pas, un taux énorme de poursuites, un 90% par exemple, ça envoie un signal bizarre. Un 90% de poursuite d'études. Je dis n'importe quoi, mais ça peut envoyer un message de j'ai triché quand j'ai vendu ma formation. J'ai vendu une formation à niveau 7 qui est une fausse formation 6 puis 7. Voilà, je sais pas si je suis claire. Donc voilà, les très très gros taux de poursuite d'études, c'est quand même voilà, il faut faire attention. Et effectivement, LinkedIn n'est pas toujours utilisé par les professionnels, ça c'est vrai. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et il ne faut pas hésiter à mettre bah, que vous n'avez pas trouvé le lien LinkedIn. Voilà, maintenant, c'est quand même devenu minoritaire. Je sais pas, ça dépend des secteurs, cela dit. Donc, je ne vais pas trop m'engager sur le sujet. Mais puis peut-être que Clémentine pourra en dire un peu plus que moi. Ouais, c'est Là-dessus. clair. Là, Ouais. typiquement, bah, on a eu le cas d'une formation dans l'esthétique. Il n'y avait pas de profil LinkedIn derrière. Ouais, Mais ça peut valoir le coup, effectivement, tout à l'heure, tu disais de sensibiliser les étudiants quand ils sont encore à l'école. ouais, Ça peut être aussi sensibiliser à l'importance du réseau, donc comment réseauter, créer un profil LinkedIn. Ça peut être aussi ça, en fait, planter la graine quand ils sont étudiants pour plus tard pouvoir avoir des profils LinkedIn. tout à fait. Effectivement, alors, ok Laurence, pas de souci, je vois que le timing passe. Oui. Bah, je vais passer assez vite sur la preuve de l'opportunité parce que j'en ai parlé déjà en fait. Hein. Voilà, la rédaction de la d'opportunité, de l'étude métier secteur, c'est vraiment aller rechercher des études, éprouver en fait des offres d'emploi également et montrer la bonne adéquation en fait du métier visé par rapport aux compétences qui sont recherchées sur le marché du travail. Euh, donc ça c'est voilà, c'est un exercice qui est compliqué ou pas, ça dépend également de la veille qu'on fait.
et du travail du conseil de fractionnement, etc. Et la preuve de la valeur d'usage, donc ça c'est l'analyse de l'employabilité, donc vous pouvez vous servir des petites statistiques qu'on a montrées sur le fichier d'insertion par exemple, et également avoir des témoignages d'alumni, de très anciens, de très très anciens, voilà, qui vont apporter leur avis sur un plus long terme, donc ça c'est toujours intéressant. Et des lettres aussi, tout simplement. Ça peut être sous... Voilà, les témoignages, ça peut être sous pas mal de formes. Nous, on fait des lettres de témoignages de... voilà, j'ai passé la certification ou pas d'ailleurs, ou j'ai pris des certifiés. Ça peut être aussi le milieu professionnel, les entreprises, en fait, qui ont accueilli vos certifiés, qui vont témoigner de fait que voilà, les compétences qui sont attendues sur le marché du travail étaient là. Les anciens, eux, ont témoigné que bah, ils se sont bien insérés et que voilà, il y avait vraiment une valeur ajoutée. Donc soit sous forme de lettre, soit sous forme d'interview qu'on fait, qu'on va résumer après, ou qu'on met complète aussi, ça peut être sympa. J'ai déjà vu aussi carrément des écoles qui donnaient des liens YouTube, des liens vidéo de témoignages carrément de voilà d'anciens qui étaient ou de professionnels qui sont en lien avec l'école. Ça peut prendre un peu toutes les formes, hein. Il n'y a vraiment pas de règles. Voilà. Je vous conseillerais d'ailleurs de varier. Si vous avez aussi des institutionnels, si vous avez, je sais pas moi, des OPCO, enfin voilà, des gens un petit peu extérieurs qui sont pas forcément trop proches de l'école, ça peut être bien aussi. Euh, voilà, tous les acteurs en fait du métier visé. Donc, la mise à jour des référentiels, on en a déjà parlé. Donc, je vais passer également rapidement là-dessus, au regard bah, des analyses que vous avez faites, de la veille, de votre conseil de perfectionnement, encore une fois, avec toujours la prise en compte du handicap, mais ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé assez longuement tout à l'heure. La mise à jour des modalités d'évaluation, donc ça, c'est pareil, c'est lié au point précédent. Mais voilà, c'est vrai que dans certains secteurs, pour certains métiers, il est attendu des modalités d'évaluation qui soient proches des situations réelles. Voilà, les mises en situation professionnelle, les études, enfin voilà, tout ce qui peut être, je sais pas, moi, les hackathons, voilà, tout ce qui va être proche du milieu professionnel est très attendu. On évite les contrôles de connaissances, QCM, etc. Alors ça, c'est vraiment proscrire total. On peut le faire, mais vraiment toute petite touche dans un bloc pour dire on est obligé, donc on le fait en complément d'autres évaluations. Ça, c'est très important. Et si on fait une évaluation collective, on démontre comment on peut quand même évaluer de façon individuelle chaque certifié grâce aux critères. Ça, c'est vraiment important aussi. Attention à la modalité collective. Ça, c'est vraiment au rendu collectif. Ça, voilà. Il faut vraiment bien réfléchir avant de faire ce genre d'épreuve. La mise à jour des modalités d'organisation, eh ben, on en a parlé également tout à l'heure. Bien prendre en compte les étudiants en situation de handicap et également tous les couacs qui peuvent se produire tous les jours. Voilà, les intégrer, faire vivre les modalités en fait au fur et à mesure des années. Et voilà, les prendre en compte dans les évaluations, que ce soit autant en conception qu'en aménagement réel. Euh, voilà, je pense que là-dessus, j'avais déjà un petit peu fait le tour, donc je passe vite pour laisser la place peut-être aux questions. Oui, s'il y a des questions, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Les incontournables du renouvellement et ensuite on fera un focus sur les enquêtes d'insertion. Il nous reste 5 minutes pour faire tout ça. Ça va être juste. Bah, Ouais, c'est pareil, hein, moi je vais passer rapidement. La temporalité, vous l'avez compris, c'est dès l'enregistrement en fait, hein. Il faut sensibiliser tout de suite ses équipes, faire une petite formation même en interne, ce que c'est que le RNCP, parce que parfois certains ne le savent pas au niveau pédagogique. Sensibiliser bien entendu les étudiants, tout le travail voilà, de fond qui est à mener. Le temps le renouvellement, à l'heure actuelle, on est encore entre 6 et 7 mois.
On a des cas où les dossiers étaient vraiment très bons, très bien faits. Je jette des fleurs. Et on a eu des renouvellements récemment à 3 mois. Des décisions très rapides. Voilà. Donc parfois, ça peut être beaucoup plus rapide. Ça dépend des périodes aussi. Mais n'hésitez pas à démarrer quand même 8 à 10 mois avant la date d'échéance. Ça, vraiment, c'est important. Les documents doivent être formalisés selon les grandes étapes qu'on a vues juste avant. Évidemment, vous avez quand même des guides qui existent. Le Vanemecum est très bien fait. Puis vous avez des fois, voilà, vous avez le FAQ de France Compétences pour vous aider à formaliser les documents. Ça, c'est assez bien renseigné. Je vais passer aussi rapidement là-dessus. Euh, Évidemment, tous les acteurs doivent être investis dans le projet. C'est quand même mieux quand on travaille à plusieurs. Assurer l'adéquation des compétences, bah, c'est pareil, hein, on se répète, hein, c'est vraiment quelque chose qui va être regardé de près. Euh, il est vrai que tout ça, ça contribue aussi à l'amélioration de la veille. Je suis en train de lire ma phrase en même temps que j'essaie de la comprendre. Pardon. J'essaie d'aller. Non, pas de souci. Le suivi de l'insertion, ouais, effectivement, c'est important toujours. Et encore une fois, on en parle beaucoup, mais parce que c'est vraiment important, la prise en compte du handicap. Et je dirais, ne vous focalisez pas seulement sur le handicap. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me bagarre un petit peu. Euh, on est handicapé parce que parfois l'environnement n'est pas adapté. Un dyslexique, il est handicapé parce que la manière dont on va lui apprendre, en fait, elle n'est pas adaptée. La pédagogie, elle ne va pas. Si la pédagogie, elle est améliorée, elle est adaptée, il est plus handicapé. Donc voilà, il faut bien avoir en tête aussi que le handicap, c'est pas seulement l'accessibilité des bâtiments ou voilà, c'est beaucoup de choses et c'est l'accessibilité, je dirais, universelle. Vraiment, tout ça, ça va ensemble. Ne vous focalisez pas. On vous demande pas de révolutionner vos méthodes, etc. Montrez juste que vous avez pris en compte le fait qu'il faut une accessibilité globale pour tout le monde et que vous le faites sincèrement. Et ça peut très bien marcher. Hein, c'est pas la peine des fois de trouver des choses complètement aberrantes que vous ne mettrez pas en place parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, faire simple des fois, c'est avoir du bon sens, je dirais aussi là-dessus. Et du coup, une phrase pour clôturer sur les bilans. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben là, je dois avouer que c'est Mélanie qui a préparé la slide, donc je ne sais pas du tout. Ouais. Ah oui, les bilans, en fait, il faut faire un bilan quantitatif et qualitatif si vous avez des mobilisations autonomes de blocs de compétences. C'est-à-dire que vous pouvez avoir commercialisé que un ou deux blocs seuls. Et dans ce cas-là, il faut en parler. Ou alors, vous avez juste des certifiés qui n'ont pas validé toute la certification, qui ont validé qu'une partie. Dans ce cas-là, trois blocs sur quatre, par exemple, et qui ont eu donc une validation partielle. Ont dû être, alors on utilise le terme plutôt dans le terme de diplôme et assez peu pour le RNCP, mais je vais vous le dire pour que ça vous parle, qui ont été ajournés du coup. Et donc on a qui n'ont pas eu la certification du premier coup, qui ont dû attendre une année supplémentaire. Donc ça, vous devez en faire aussi un petit état dans le dossier. Donc voilà. Et le bilan du dispositif de contrôle, hein, c'est pareil, j'en ai parlé, c'est voilà, du dispositif de contrôle de processus d'évaluation. Il faut faire un bilan des choses qui se passent, d'avoir des rapports sur les problèmes, les remontées même des étudiants, sur voilà, des évaluations qui sont trop longues, ou qui sont pas adaptées, ou les salles, enfin voilà, tout ce qui peut, le online qui fonctionne pas. Enfin, tout ce qui vous passe par la tête, vraiment, tout ce qui est lié au processus d'évaluation. Voilà. Merci, Aurélie. Pour clôturer rapidement sur les enquêtes d'insertion professionnelle, donc les enquêtes de suivi de cohorte, tu as déjà montré le document attendu par France Compétences. Donc en fait, on vous demande tout simplement de connaître l'avant, la situation avant que vos étudiants arrivent chez vous. Et ensuite, 6 mois, c'est obligatoire. Donc est-ce qu'ils sont en poursuite d'études ou en activité ou inactifs ou en recherche d'emploi?
Et s'ils sont en activité, le salaire, le CDI, le type de contrat, etc. Et ensuite, on vous demande, et c'est facultatif, à moyen long terme. Donc, vous prenez la temporalité qui correspond le mieux, en fin de compte, à vos formations. Souvent, ce qui est communément admis, 24 mois, c'est la temporalité qu'on peut souvent revoir. Mm. Effectivement, vous devez respecter ces grilles, enfin ce tableau Excel que vous pouvez télécharger sur le site de France Compétences. Comment les écoles font leur enquête? Donc d'une part via leur plateforme Alumni. Donc lorsqu'il y a un outil de ce type qui gère la communauté, comme on l'a vu tout au début de ce webinaire, la communauté Alumni, bah, une pierre deux coups, on extrait les stats des profils. Et en fait, un alumni qui s'inscrit sur ce type de plateforme, bah, il passe un questionnaire d'inscription qui est obligatoire. S'il veut accéder au réseau, à l'annuaire, au job board, etc., il doit répondre à des questions. Donc, d'une part, voilà, on peut collecter pas mal de données via les plateformes. Quand je dis pas mal, en général, on a 30% d'inscrits sur ce type de plateforme. Donc déjà, 30% d'enquêtes complétées automatiquement. Et ensuite, ben, on n'a pas d'autre choix que d'appeler. Donc, vu que vous avez 20-30% de taux d'enquête complété par l'emailing ou la plateforme Alumni, bah, derrière, il faut appeler. Bien 50% de votre base hein, pour arriver à 70-80% de taux de complétion. C'est ce qui est communément valable, on va dire, admis par France Compétences, même s'il n'y a pas de règle écrite hein, Ouais. sur ce 70%, 80% de taux de complétion. Et du coup, en fait, pour la technique de l'entonnoir, donc vous envoyez 3 emails. Nous, c'est ce qu'on fait à Datalumni hein, pour réussir à avoir 80% de taux de complétion. 3 emails à des dates et jours différents pour essayer de toucher, en fin de compte, toutes les populations. Ceux qui sont en poursuite d'études, en insertion, le mercredi midi, le week-end, pour montrer aussi que votre méthode, elle est juste. Ensuite, vous pouvez essayer d'aller envoyer ce formulaire, cette enquête par LinkedIn en masse. Donc là, je commence déjà par les actions qui sont automatisables. L'emailing, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous avez branché un petit bot sur LinkedIn, vous pouvez envoyer aussi en masse des messages LinkedIn avec le lien du questionnaire. Comme ça, il vous reste un minimum d'appels à réaliser. Donc, c'est la tâche qui est, c'est vrai, chronophage et qui prend le plus de temps. Et pour les appels, ce qui marche bien, c'est donc d'appeler, de laisser un message vocal quand ça répond pas. Ça vous permet de vous différencier de Bouygues et SFR, toute la prospection qu'on pourrait avoir. Et dans le message vocal, dire, écoutez, je vais vous envoyer plutôt l'enquête par SMS. Comme ça, ils sont pas surpris de recevoir un SMS et ils peuvent répondre aussi quand ils ont le temps. Et nous, on essaye de rappeler 3 fois une personne. Mais à ce stade-là, cette personne, elle a déjà reçu 3 emails, un message LinkedIn et 3 appels. Donc après, on s'arrête. Pour finir, sur les non-répondants, donc une fois qu'on a 70-80% de taux de réponse arrivé jusqu'aux appels, ensuite on termine par du scrap LinkedIn. Donc on va aller éplucher les profils LinkedIn. C'est admis aussi par France Compétences, mais il faut essayer de limiter hein, parce qu'on n'aura pas le salaire forcément, parfois pas le type de contrat, et on n'est pas sûr aussi que la donnée soit à jour. Il y a ça aussi. À utiliser, mais avec parcimonie, comme on dit. Et je clôturerai sur quelques tips qu'on peut avoir sur les enquêtes. Donc, quand vous allez élaborer votre questionnaire en fonction de l'Excel attendu par France Compétences, euh, notamment sur la question du salaire, pas tout le monde connaît son salaire brut annuel. Ça dépend en fait du niveau de formation. Et du coup, sauf que c'est ce qui est attendu par France Compétences. Donc ça peut valoir le coup dans les réponses, et tu l'as dit tout à l'heure rapidement, Aurélie, c'est déjà de faire des réponses qui sont pas texte pour pouvoir utiliser les données derrière. Donc vous avez des choix, des fourchettes de 5 en 5 ou de 3K en 3K sur du brut annuel. Et entre parenthèses, l'approximation, l'équivalent net mensuel. Non, c'est Parce que tout le monde mensuel. connaît son net mensuel qui arrive sur son compte en banque. Donc voilà, ça vous permet d'éviter ces erreurs qui peuvent vous coûter cher entre le brut et le net, et du coup de ne pas refléter la réalité. Donc ça, c'est le petit tip sur les réponses sur les salaires. Dernier tips plutôt sur la question que faites-vous aujourd'hui ou que faites-vous à 6 mois? Donc vous avez la réponse, je suis en formation. Je suis à la recherche d'un emploi, je suis inactif et il y a je suis en activité. Et il faut bien mettre entre parenthèses, je suis en activité, congé maternité compris, parce que forcément il y en aura, pour pas que ces personnes-là se logent comme inactifs. Mm. Voilà. Création d'entreprise.
On en parlait tout à l'heure. Donc, pour les débuts de création d'entreprise, ils sont pas inactifs, ces personnes-là. Elles sont en création d'entreprise, donc en activité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les arrêts maladie. Donc, ils sont objectivement quand même en activité, mais en arrêt en ce moment-là. Donc, en fait, il faut rajouter cette petite précision entre parenthèses pour refléter la réalité et éviter que ces personnes-là se trompent dans leurs réponses et se logent en inactif. Voilà, il est 35. On a pris un petit peu de retard. Mais au moins, on a été complet. Et forcément, peut-être que vous avez peut-être des questions. Nous, on reste connectés pour répondre à vos questions. Ou bien, Léo, si tu peux glisser dans le chat ou nous contacter pour poser vos questions aussi après si vous devez filer. Au moins, on s'assure au moins de pouvoir rester disponible soit maintenant, soit plus tard. Tout à fait. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Merci. En tout cas, même si on a dépassé, on n'a pas perdu grand monde. Voilà, tout le monde est Ouais, resté même les 5 minutes supplémentaires. non, c'est génial. Merci Rassurant. en tout cas à toi Aurélie. Ben, Merci, merci pour l'invitation, avec plaisir. merci à tous les participants aussi qui sont restés jusqu'au bout, hein. C'était Oui. tellement intéressant aussi ce que tu disais Aurélie. J'avais pas envie de t'interrompre. Merci. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je reste au cas où. Eh ben, je vous souhaite sinon une bonne journée. Je vais arrêter Bonne le journée. partage.